Pierluigi, vous le savez tous, est professeur de sciences du langage à l'Université Lyon 2. Il est aussi directeur du laboratoire CNRS ICAR, Interaction Corpus Apprentissage Représentation à l'ENS. Il a été président de l'Association française de sémiotique pendant longtemps, depuis de 2017 à 2022. Il a été aussi le co-animateur de ces séminaires pendant 6 ans et il est à présent coordinateur de notre conseil scientifique du séminaire. Il a publié 11 monographies sur le cinéma, la photographie, la publicité, la peinture et une synthèse de ses positions théoriques est disponible dans la monographie Vers une écologie sémiotique de la culture, Lambert Lucas 2017, aussi disponible en open access en ligne. Ces recherches abordent notamment 3 problématiques: la relation entre langage et expérience perceptive, les stratégies énonciatives et figuratives des textes. Vous le savez, ces textes de prédilection sont les œuvres d'art plastique. N'oubliez pas son livre sur Francis Bacon et l'intermédialité avec la littérature, mais aussi évidemment le cinéma. Il a écrit 2 livres, dont l'un sur David Lynch et l'autre sur les relations entre études du cinéma et sémiotique. Ensuite, il a aussi beaucoup travaillé sur la description des pratiques de création et d'interprétation d'objets culturels au sein de différents domaines sociaux, dont le domaine de l'art, de la publicité, du marketing. Je rappelle seulement son ouvrage le plus parfait, je vais dire, Il dominio dell'arte, le domaine de l'art, sémiotique et théorie esthétique, en italien. Il est à présent porteur d'un projet international ANR avec Luxembourg et Belgique qui s'intitule Augmented Artwork Analysis. Ces projets, les équipes dans ces projets travaillent depuis 2019 à comprendre la manière dont la computer vision peut intégrer l'interprétation des œuvres d'art et aider la constitution d'un musée complémentaire face à une œuvre contemplée en présence au musée. Une de ses publications récentes sur l'image est un article publié dans Visible en 2024 et le titre est La sémiotique visuelle entre voix moyenne et nouvelle avant-garde. Voilà, Pierluigi, on te donne la parole pour ta conférence Signature figurative et poétique hétéro-générative assistée vers une nouvelle écologie de l'image. Merci. Alors, je vois qu'il n'y a pas une bonne reproduction à l'écran, dans votre écran. Moi, je vois la totalité de mon écran. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider. Oui, oui. Plusieurs fois de... Non, mais le problème n'est pas là. Le problème est... Non, mais ici aussi, je vois dans l'écran des autres. En tout cas, merci à Juan, merci à Maria Giulia pour l'invitation. Je peux annoncer immédiatement les étapes principales qui composent mon intervention. Dans un premier temps, nous définirons les fondements possibles d'une écologie des images en explorant les rapports à l'immanence et à la transcendance. Ensuite, nous nous focaliserons sur la possibilité d'utiliser l'intelligence artificielle pour étudier des images qui contiennent une organisation complexe par rapport à leur origine génétique. Dès l'analyse, on passera à la modélisation visuelle des explications heuristiques proposées par l'intelligence artificielle. Après cette génération d'images didactiques, voire scientifiques, passage que j'ai dû synthétiser de manière brutale, la 4e étape sera la génération d'images pour répondre aux caprices d'une poétique hétérogénérative sans une vocation artistique, mais qui laisse alors la main à l'IA pour la composition et l'introduction d'un style. Quelqu'un peut m'aider parce que je peux utiliser les modes, voilà. Alors, voir si ça... Et ensuite, si je donne utiliser ce panorama, ça me donne ça. Il y a une sorte de vague de faire pas perdre. Arrête le partage.
On va perdre du temps. Essayons comme ça. OK. Plutôt que ne pas voir, plutôt que ne pas suivre correctement. Voilà. Et ensuite, Non, marche toujours pas. et c'est la première fois que j'utilise ça tous les temps. Et là, Attends, soit on quelque chose voit, bouge là-bas. non, dans mon écran, tu vois bien, il y a, tu es en train d'utiliser la Oui, mais modalité c'est de plus en présentation, plus mais là. qui n'est pas projeté à distance. Et ça devient embêtant de continuer à Sinon, tu fais une partage écran, partage écran, partage d'écran, et voilà. Oui, Voyez? Ça va? oui. OK. Je contrôle qu'on bascule. Oui. Alors, après la quatrième étape, dans laquelle donc, je commence à utiliser l'IA pour générer des images avec une vocation, disons, pas artistique, mais d'exploration. Cinquième étape, j'aimerais vous montrer quelques limites déontologiques inscrites dans les protocoles de la machine pour réagir à des requêtes peu respectueuses, disons, du droit à l'image. Enfin, nous pouvons conclure. J'essayerai de conclure en proposant une perspective éthique et maïeutique sur la forme de vie des images dans notre monde contemporain. Alors, pour expliciter immédiatement les enjeux de mon intervention, je me permets une sorte de présentation initiale selon trois aspects fondamentaux que je présente de manière très rapide, car je ne suis pas sûr de pouvoir présenter l'intégralité du matériel que je préparais. Donc, voilà. En premier lieu, mon intervention concerne les relations paradoxales entre image et transcendance. Transcendance qu'il faut entendre dans les sens de Genette, c'est-à-dire le même objet culturel peut avoir une pluralité de manifestations, de versions et même de paternités. Je parle des relations paradoxales car les langages discrets, comme l'écriture, disons plus généralement les langages qui fonctionnent sous régime allographique, semblent les plus exposés à la transcendance, car de manière hypothétique, on peut reproduire la même sameness of spelling, c'est-à-dire la même identité d'épellation, comme dans les cas célèbres du Pierre Ménard de Borges, écrivain fantomatique qui régénère des parties du Don Quichotte des Cervantes. La réduction allographique à la partition, à l'écriture, peut facilement reconstruire une immanence textuelle, mais paradoxalement, la régénération de Ménard du Don Quichotte donne lieu à une œuvre superposable, mais qui n'est pas la même, au moins pour Genette, car produite par des instances différentes, des auteurs différents, à des moments différents, dans les cadres, disons, d'une sérendipité. Bref, une production n'est pas la cause de l'autre. Les cas paradoxaux de production identiques, mais hétérogénérés par les caprices du hasard, montrent l'intervention des décisions conventionnelles, comme la reconnaissance de deux œuvres différentes, ou l'intervention des droits d'auteur fondés sur la priorité temporelle si des contrefaçons ont lieu. Les symboliques, sous la forme d'un performatif, attribution de paternité ou d'un statut à l'œuvre, tranchent sur l'identité culturelle d'un matériel qui est déjà, lui, symbolique, sur une production considérée par convention allographique. L'image est bien différente à cause de son langage dense, pour reprendre la terminologie de Nelson Goodwin. Dense veut dire tous les traits des manifestations de l'image sont potentiellement pertinents pour sa signification. Elle reste alors la proie du sensible. Mais quelles sont les protections d'une image une fois que son autographie est reproduite avec une perfection absolue, même par sérendipité? Mettons par exemple qu'on utilise les sites « This person does not exist ». Je m'aperçois que la face produite selon les algorithmes est par hasard totalement identique à la photo que j'ai prise personnellement comme mon autoportrait, en selfie. La réduction allographique est impossible par rapport à cette image et franchement, même pas souhaitable car au fond, je ne veux pas me limiter à revendiquer une priorité temporelle ou reconnaître une sérendipité dans la production distincte de deux images autonomes. J'estime que cette reproduction exacte d'une image dense ne se donne pas en nature, même entre deux jumeaux.
ce que je revendique est que ces visages, ces corps, sont consubstantiels à mon identité. Je veux exercer un droit. Alors là, il y a un problème, pardonnez-moi, ça commence à devenir un peu difficile pour moi. Rejoindre. Qu'est-ce que je dois faire? Je Rejoindre. pense, non? Parce que la connexion t'a coupé. Ça commence à devenir un peu compliqué. Rejoindre. Oui, mais tu vois, Ici. ça ne marche pas parce que je ne suis pas connecté. Je te donne un autre. Et donc, c'est difficile. Non? Je vais essayer avec mon portable, voir si j'arrive à rejoindre. Essaye avec ta. Non, parce que j'ai attaché mon portable. Une autre essaye avec ta. Je ne sais pas pourquoi. Je n'aime pas de rencontrer ce problème parce que par la suite, on perd le fil aussi. Moi, maintenant, je vois et vous ne voyez pas. Non. Donc, il y a un autre problème. Tu vas partager. Oui, je partageais. Je partage l'écran. Il faudrait peut-être le mettre sous le mien, même si le mien non plus n'est pas forcément stable. J'ai l'option B, hein, j'ai aussi la clé. C'est déjà inséré. Paris 2024. Il y a mon à voir, à partager. Paris 2024. Paris 2024, dans mon clé. Oui. Alors, j'estime que cette reproduction exacte d'une image dense ne se donne pas en nature, même entre deux jumeaux. Ce que je revendique, c'est que ces visages, ces corps sont consubstantiels à mon identité. Je veux exercer un droit d'appartenance, une consubstantialité fondée par une densité insaturable. J'observe que sur le plan de l'énonciation incarnée, le geste calligraphique, par exemple, peut déjà revendiquer la reconnaissance de ses propres signatures, chaque jour diverses et non réductibles à une immanence encodée, allographique. L'énonciation incarnée de moi, mon autoportrait, ma pose en tant qu'acteur exposé à l'espace social, c'est consigne à une sorte de transcendance que je ne maîtrise pas totalement, mais qui devrait être reconnue comme, disons, l'aura d'une identité non extirpable, épicentre d'individuation qui ne peut pas être déracinée. Je n'ai rien d'autre que cela à revendiquer pour ne pas être à la merci de performatifs des pouvoirs discursifs. Relevant de la fluctuation des apparences, les images demandent paradoxalement une protection encore majeure que les symboliques et du symbolique, et par rapport au symbolique. Certes, on peut s'appeler au droit d'auteur, même dans les cas de contrefaçon d'œuvres visuelles, mais justement, on a dû ajouter un droit à l'image, car l'image d'un objet surexposé et décontextualisé, d'un corps ou d'un logo intégré dans un texte visuel, n'est pas tout simplement une citation. On ne doit pas tout simplement respecter son immanence, mais sa transcendance figurative, disons à la Pirandello, personne, 100 000, pour reprendre sa formule, reprendre cette transcendance figurative exercée dans un environnement écologique spécifique. La deuxième question traitée par mon intervention est donc de nature sociétale. Non, c'est la précédente. L'utilisation de plus en plus massive du clonage des identités visuelles, comme dans les cas des studios cinématographiques. Alors, dans ces studios, ce clonage réduit les acteurs à des clones numériques de 3000 pixels, des doubles capables de jouer de manière autonome dans des nouveaux films. Ces clonages s'étendent également à la voix des acteurs, clones sonores utilisés alors pour le doublage d'un même film en plusieurs langues et sans perdre la coordination avec les expressions faciales et mimiques. Ça, c'est quelque chose qui déjà existe. Ces clones traversent aisément la vallée dérangeante, l'Uncanny Valley, conçue par Masahiro Mori, à savoir les risques que des doubles numériques ou robotiques trop humaines suscitent une recherche acharnée d'imperfection.
dont la détection pourrait entraîner enfin une sorte de dissonance cognitive chez les spectateurs, voire une malaise liée à un défaut d'intercorporalité ou à une dissonance empathique. Reste à voir si, une fois la vallée dérangeante dépassée, un double parfait ne pourrait pas provoquer un autre type de malaise, cette fois lié à un sentiment d'expropriation, de vampirisation, de déracinement identitaire. Le troisième pilier structural de mon intervention est représenté par des mouvements de translation de pertinence à la recherche d'une symétrie ou asymétrie entre analyse et synthèse d'images. Actuellement, l'IA est plus en mesure d'analyser d'images culturellement attestées que de produire des images selon un traitement avisé de la signification visuelle. Certes, les images artificielles peuvent trouver du sens a posteriori, mais les prompts de l'usager n'assurent pas justement que des bases pour une production expérimentale à la recherche d'une prégnance qui ne sera pas déjà contenue dans la formulation envoyée à la machine. Les images artificielles n'ont pas une forme de vie, elles sont à la recherche d'une niche sémiotique d'un environnement dans lequel elles aussi pourront ne pas être indifférentes à la dialectique entre immanence et transcendance. Une écologie sémiotique ne reste pas nécessairement inaccessible aux images artificielles, ou vous pouvez utiliser naturellement d'autres noms, images génératives, images de synthèse, pseudo-images ou autres. Voici toutes les pièces de mon intervention sur la table, sauf peut-être les concepts que j'ai mobilisés comme s'ils étaient clairs et non controversés. Bien évidemment, cela n'est pas le cas. Les titres de mon intervention contiennent déjà une série de concepts qui méritent d'être immédiatement explicités. Il faut avant tout prendre en compte un concept d'image qui soit émancipé du visuel pour aborder toutes les modalités sensorielles et qui résiste à la tentation de la réduire au format d'un texte. Pour dire la chose de manière assez synthétique, nous pouvons dire qu'une image, tu peux basculer, hein, je suis trompé, est une configuration délimitée de relations sensibles avec une mise en distance du point de vue par rapport aux valeurs à saisir, une distance qui suggère un terrain de jeu de la visée intentionnelle, de manière à explorer plusieurs constitutions de sens possibles. En ce sens, l'image est un terrain de jeu de langage qui s'appuie sur un substrat sensible afin de réinjecter les potentiels iconiques sur une stabilisation symbolique. Même l'image produite dans le cadre d'un projet énonciatif, se réclamant de praxis linguistique, demeure un projet de simple textualisation dont la stabilisation sémiotique peut être renversée au profit d'une apparence changeante. Cela explique le caractère inconfortable de l'image, la domestication toujours inachevée de l'image, à tel point que des auteurs ont souligné de manière peut-être extrémiste son caractère sauvage, réfractaire à toute forme de linguisticisation, de codification. De fait, il est important de souligner aussi les versants antithétiques de ces raisonnements, à savoir les caractères consubstantiels des images à une forme de vie. L'éthos d'une forme de vie ne peut pas être un nom, une désignation rigide. L'éthos doit être une image de soi. La dignité même des choses réside dans leur image, ce qui nous invite à respecter une variabilité, une expression changeante, une signature en tant que transcendance d'apparition concordante dans l'accompagnement d'une individuation. En effet, si l'image demande de la distance et du jeu entre visée et saisie, elle concerne une individuation d'altérité, même lorsqu'elle est, disons, une image au miroir d'un soi qui se reflète. L'image affiche une fracture modale de l'entour, nous impose d'accepter de ne pas être nous les modèles de l'apparence. Nous devons nous réapproprier l'image catalysée, l'image au miroir. Elle peut nous exemplifier et elle nous externalise. En même temps, nous sommes les modèles de ce qui palpite derrière l'image. Nous détenons les secrets de ce qui habite l'image qui nous individualise. Ces micro-circuits symboliques qui tissent les relations entre une image et une identité, qui ne préexistent pas, les deux ne préexistent pas à l'heure dialectique, montrent que les enjeux symboliques ne peuvent pas être purement fonctionnels. L'altération brutale de l'une ou de l'autre est une désolidarisation image-identité qui ne peut que provoquer une crise sémiotique aussi,
puisqu'on perd le contrôle sur les articulations entre expression et contenu. Crise d'expressivité, donc de communication et d'autocommunication aussi. Nous pouvons alors faire un premier bilan afin de tirer profit de deux concepts qui pourront nous aider dans les parcours successifs consacrés à l'intelligence générative d'images. La signature figurative n'est que l'intervalle d'individuation d'une instance identitaire à travers son image vive, donc changeante, mobile. La transcendance de l'image de soi n'impose pas des limites dans le jeu interprétatif, mais elle offre quand même un terrain d'apparence à réclamer pour une individuation spécifique. Rien n'empêche la dépossession des images, la libre circulation des apparences, la détection des similarités sans critères individualisants. Rien, hormis le respect d'un couplage entre image et identité, soit une véritable écologie de l'indisponible, image inéchangeable en deçà des conventions symboliques. On peut perdre la face, je ne sais pas si tu peux le mettre ici de manière que je peux. On peut perdre la face jusqu'à l'humiliation la plus avilissante, mais il s'agit d'autre chose lorsqu'on se voit dérober notre face, lorsqu'elle celle-ci devient une apparence qui ne nous appartient plus. Dans les termes goffmaniennes, on pourrait dire que on peut perdre la face positive, c'est-à-dire les crédits sociaux cumulés, la reconnaissance des proches, mais il en va autrement pour la face négative, la face vulnérable d'un corps qui s'expose nu, ouvert au risque de la désindividualisation. Le respect des identités visuelles n'est fait qu'un avec ces risques de désindividuation. D'autant plus que la signature figurative, une image transcendante de soi, doit nous accompagner là où il y a de nœuds symboliques, à savoir des articulations entre plans de pertinence ou des passages entre des domaines sociaux, des traductions de soi. Une écologie sémiotique reconnaît que l'image, avec ses nœuds, ses passages, ses possibilisations, participe à la constitution et à la préservation de son entour, tout en étant dépendant de celui-ci. Au fond, la physionomie de l'entour est une grande entreprise collective qui permet de reconnaître et d'être reconnu, de respecter les formes de vie, avant tout à travers la vie de leurs images. Regardons cette schématisation, les circuits dans lesquels les images sont écologiquement négociées. On voit deux circuits généraux. Les premiers, représentés de manière horizontale, concernent l'instanciation de l'image, qui peut être même achéropoïète, dans le sens littéral du terme, à savoir non faite par main d'homme. Donc phénoménal, c'est une image phénoménale, contingente, somme à gauche, ou bien, comme on le voit à droite, l'instanciation peut être une véritable production conventionnelle, symbolique. Le deuxième circuit se construit lui aussi autour de deux polarisations extrêmes. D'une part, l'autonomisation de l'image, qui est alors sous-référentielle, son potentiel sémantique et performatif étant indépendant de tout horizon, référentiel. On reconnaît ici une tension vers la plasticité, l'ossature immanente du visible, selon laquelle les enjeux incarnés de la véridiction mondaine sont suspendus. Si la partie anneau de ces circuits nous montre des généalogies, par exemple, l'image trouve dans son ancrage matériel le jeu signifiant propre d'une texture sous-référentielle, la partie en bas indique des paternités avec leurs principes régulateurs, des tensions vers l'autographisation, pour reprendre les termes de Nelson Goodman. Dans les rectangles, on voit les trois formes prototypiques de stabilisation de l'image dans sa circuitation. L'image émergence en tant qu'apparence dotée d'un potentiel d'exemplification. L'image texte qui fonctionne comme liberté conditionnelle du sensible afin d'enrichir un circuit de référenciation, à savoir un circuit indiciaire, disons entre exemplification et dénotation, où l'immanence de la source et la transcendance de la cible s'enrichissent de manière mutuelle pour offrir des enquêtes d'identification. Enfin, l'image ancrage qui, grâce à des médiations symboliques, peut obtenir une forme de vie statutaire et dotée d'un socle sémiotique stable qui assure une tension dialectique spécifique entre identité spécifique et identité numérique, pour utiliser la terminologie de Luis Prieto. Ces préliminaires théoriques ont été focalisés sur la signature figurative.
pour un objectif thématique que vous avez sans doute déjà compris et dont la pertinence est sous les yeux de tous, les deepfakes, hein, la perte totale de contrôle des images de notre corps et des empreintes vocales, lesquelles peuvent être restructurées et régénérées. Le problème n'est plus uniquement symbolique. Il n'est plus suffisant de mettre notre face en avant et d'assumer des responsabilités la tête haute. Il ne s'agit pas simplement d'éviter de perdre la face en tant qu'ethos. Le problème est iconique. Les traits et les empreintes de notre corps ne sont plus accompagnés d'un principe régulateur tacite qui protège la transcendance figurative. Pour résumer, la signature figurative relève des instantations multiples d'un soi visible. La depiction, je n'ai pas trouvé un autre terme, c'est un terme en anglais, on pourrait dire l'effigie, en italien on a raffigurazione, relève d'attestations visuelles intégrées dans un circuit indiciaire de référenciation. Enfin, l'œuvre, au ethos, n'est qu'une instantiation élective assumée comme image à respecter. L'ethos, justement. Alors, par rapport à ces trois formes de transcendance, respectivement émergentes, engagées et actées, nous pouvons détecter trois risques sociétaux dans la diffusion d'images produites par l'intelligence artificielle, notamment parce que les équilibres entre les défis que chaque forme de transcendance incarne face aux autres ont largement évolué avec la diffusion de supports numériques et des procédés non prothétiques de l'IA, même si cette évolution se produit dans des proportions différentes. Voyons ces trois formes de transcendance plus en détail. L'image élective, c'est-à-dire l'exemplaire légitime d'une image sauvegardée grâce à une forte symbolisation, nous sommes à droite, cette image qui demande alors de respecter même le support matériel d'origine de l'image, picture, hein, pour dire la chose avec Mitchell, elle peut subir une exploitation abusive et s'offre éventuellement à une falsification de son statut. Il faut montrer alors qu'elle est légitime. La depiction, l'effigie, voit sa transcendance indiciaire s'est précarisée si l'on commence à polluer les circuits de référenciation avec de faux liens. Son environnement écologique est donc altéré, sa signification immédiatement déstabilisée. Mais c'est la signature figurative à la gauche qui est particulièrement impactée par les images générées par l'intelligence artificielle. La signature figurative risque l'expropriation de sa matrice existentielle, à savoir du moi cher, à travers les clonages à très haute résolution du corps, créant un double numérique susceptible de s'ouvrir à des exemplifications illimitées, comme les cas des deepfakes. Le paradoxe est que la définition, attention, ça c'est un peu le point, le paradoxe est que la définition absolue d'une signature figurative fondée sur la dimension iconique d'un corps devrait passer par la même certification à haute résolution de ces apparences possibles qui n'en permet par la suite la phagocytation, l'expropriation. Cela suggère qu'il y a actuellement un changement de perspective sémiotique dans notre sémiosphère culturelle. L'autographie n'est plus un point de départ tacite qui s'ouvre éventuellement et sous condition à des formes d'allographisation. Aujourd'hui, on doit penser l'autographie, l'image revendiquée de nous-mêmes, comme une résistance, une résilience à une sorte d'allographie envahissante et pervasive. Essayons maintenant de tirer profit de ces préliminaires théoriques pour aborder les poétiques hétérogénératives assistées. Par cette expression, je fais référence à toutes les pratiques qui créent des images à travers l'IA, tout en accompagnant tactiquement ces performances, y compris et surtout lorsque celles-ci sont difficilement maîtrisables, relevant d'algorithmes inaccessibles, donc l'effet boîte noire que nous connaissons très bien. Les enjeux sont les suivants. Peut-on imaginer qu'une écologie de l'image qui considère et valorise les poétiques hétérogénératives assistées puisse offrir de nouveaux fondements au respect des identités visuelles en assumant la prise en charge d'une transcendance figurative qui ne bénéficie plus d'une assumption tacite de ces principes régulateurs? Devons-nous laisser à la jurisprudence les soins de déterminer quelles sont les images qui nous appartiennent? Sommes-nous confrontés à une simple variation du droit concernant l'exploitation des images, comme dans les cas des acteurs cinématographiques dont l'image est utilisée dans des publicités non autorisées, ou bien
l'essence même de nos pratiques doit-il dépasser la simple disponibilité des techniques pour prendre en charge de manière créative la délimitation d'une véritable écologie de l'indisponible? Plus trivialement, jusqu'où sommes-nous prêts à déléguer aux intelligences artificielles le pouvoir d'utiliser, de manipuler les images? On peut faire appel à des déontologies qui restent bien évidemment des logiques du devoir faire, devoir être, sans répondre directement à l'application de la loi, mais il faut dire aussi que les déontologies ont aussi besoin d'assumer la responsabilité de discerner et évaluer des situations spécifiques à partir d'une éthique sensible aux contingences et aux cas non généralisables. Ainsi, à la place de la prohibition de l'intelligence artificielle dans la formation universitaire, on peut essayer de négocier des critères déontologiques pour encadrer une utilisation transparente, avisée et créative. Nous avons déjà eu l'occasion de nous exprimer à ces propos pour ce qui concerne la rédaction des devoirs des étudiants et même des mémoires ou des thèses. On pourrait mettre comme principe, par exemple, un système de citation transparente de la littérature artificielle, la mise en annexe de corpus dialogaux entre l'étudiant et l'intelligence artificielle afin d'attester la transformation des saillances locales d'un dialogisme expérimental avec un chatbot en une transformation, une véritable réflexivité prégnante de l'étudiant. Troisième principe, l'enchâssement énonciatif critique de matériel artificiel afin de documenter une réappropriation herméneutique. Dans une journée d'études organisée par Bruno Bacimon et Marco Giacomazzi dans le mois de mai, nous avons proposé de retenir quelques principes déontologiques concernant les images générées par l'IA. Alors, vous voyez, le premier concerne strictement les poétiques hétérogénératives assistées. À la place d'utiliser des images artificielles comme des objets trouvés, il est préférable d'accompagner le plus possible leur élaboration. Ce renversement de perspective fait partie d'une vision, voire d'un paradigme, que nous avons appliqué à l'intérieur du projet ANR-FNR-AA, à savoir une intelligence artificielle assistée. Si Duchamp a eu l'idée de recontextualiser des objets déjà dotés d'un statut culturel, les images produites artificiellement ont deux possibilités. Soit leur émission irréfléchie et incontrôlable dans des circuits médiatiques, soit leur accomplissement culturel pendant un travail d'accompagnement qui pourrait décrire les usagers comme des intelligences maïeutiques. Deuxième principe, une vision écosystémique rejette l'idée de traiter des entités sémiotiques sans leur couplage avec une niche qui donne la respiration culturelle d'une dialectique entre émergence et symbolisation, voir un peu notre schéma précédent. En ce sens, il faudrait corréler les premiers principes déontologiques concernant les poétiques hétérogénératives à citer à ces deuxièmes principes visant à offrir un cadre à cette maïeutique sémiotique qui devrait accompagner les données artificielles vers une sorte d'accouchement culturel. Face à la boîte noire de l'IA, cette maïeutique peut procéder à une sorte de diastémique générative, à savoir l'idée de se soustraire aux résultats immédiatement disponibles pour les soumettre avec des variables et des applications récursives d'opérations à des nouvelles compositions par intervalles de transformation. Ce qui peut faire émerger une sorte de niche énonciative à l'intérieur d'un paradigme d'intervention progressivement qualifiante. Enfin, troisième principe, il est essentiel de réinjecter une contingence imprévisible dans ces processus. En échappant partiellement aux algorithmes et à leur méthodologie stricte, ces transformations aléatoires permettent d'attribuer aux images hétérogénérées une véritable vie culturelle en ouvrant des marges de jeu propres à l'émancipation énonciative. C'est au moment du rétablissement des conditions pour un geste énonciatif que les paradigmes d'une intelligence artificielle assistée rencontrent ces conditions d'exercice écologique. Les questions que nous avons traitées au départ, celles qui concernent la signature figurative, peuvent alors être abordées. Dès la génération automatique qui réfléchit à l'énonciation instrumentée d'images, on arrive alors à gérer des enjeux sémantiques, à les sous-tendre dans les tensions entre prédication et assumption, réglées par des variations critiques de la déclinaison figurative.
La diastémique générative, à savoir les travails par intervalles de réalisation de plus en plus rapprochés, s'oppose alors à la fascination du résultat immédiat et peut intégrer un respect éthique du principe pragmatique de la communication. Si les jeux iconiques sont admis et même bienvenus, une énonciation instrumentée d'images peut sauvegarder la signature figurative des identités impliquées, obtempérer au respect symbolique de la présence revendiquée. À titre d'exemple, j'aimerais reprendre une photo tirée du corpus L'épreuve du temps de Denis Roche, analyse faite dans les livres sémiotiques de la photographie que j'ai coécrit avec Maria Giulia. J'envoie ces photos à la machine sans lui donner aucune coordonnée, à l'exception que je la présente comme une photographie qui n'a pas subi de manipulation a posteriori et que j'ai des doutes. Voit-on les corps d'un personnage ou de deux personnages? L'image n'est pas reconnue par la machine comme une production de Denis Roche, mais ChatGPT m'envoie la lecture suivante. Citation. L'image que vous avez partagée présente un effet paradoxal saisissant, où les visages de deux personnes semblent disparaître, laissant un corps unique apparaître. Ces effets reposent sur des jeux complexes de réflexion, de transparence et de superpositions visuelles, mais peut être expliqué scientifiquement sans nécessiter de retouches a posteriori. Fin de la citation. Après ces 3 lignes d'explication initiale, ChatGPT m'envoie une liste détaillée d'explications optiques que j'avais eu du mal à reconstruire en 2005 quand j'écris l'analyse. Pourtant, je fais l'avocat du diable. On passe 2 heures à évaluer les éléments favorables à la thèse d'une seule personne représentée ou de 2 personnes fusionnées par un effet optique. À travers analyse de contraste, ensuite filtrage de contours, calcul des ombres et enfin alignement mérologique de parties, ChatGPT valide l'hypothèse de 2 personnes distinctes. L'image montre une fusion visuelle entre une personne reflétée sur la vitre et une autre qui est visible à travers la vitre. J'ai répété la même expérience analytique avec d'autres photos de Roche. Je partage avec ChatGPT mon idée d'une signature figurative partagée, d'une photo déclinée selon un nous, une forme de nous. ChatGPT répond que, citation, phénomène d'une signature iconique partagée, où l'image crée une unité visuelle entre plusieurs individus, un nous, est un concept fascinant, il me dit, et a été exploré dans divers contextes artistiques et poétiques. Voici quelques exemples et inspirations similaires. Donc, ChatGPT me présente tout de suite une série d'exemples valables pour constituer un corpus que je n'ai pas demandé. De Vivian Mayer à Cartier-Bresson, de la composite photographe de Galton à Hiroshi Sugimoto, mais qui intègre aussi du dessin, Escher, de la peinture en Magritte, du cinéma, Persona de Bergman. C'est à ce point que je décide d'explorer 2 pistes différentes. La première est de demander à la machine de générer une visualisation de ces explications des conditions optiques qui explique l'exploit de la première photo de Denis Roche que vous avez encore devant les yeux. ChatGPT me répond immédiatement avec cette image. Voici, texte qui est à côté, voici une illustration qui explique les effets optiques à l'origine de l'image paradoxale. L'illustration montre clairement 3 couches, les premiers plans où une personne se tient devant une vitre, les reflets au milieu et l'arrière-plan visible à travers la vitre. Cela permet de comprendre comment les reflets et la transparence interagissent pour créer l'illusion. J'ai réagi en disant, je vois les didascalies en anglais, mais par ailleurs incorrectes. Ensuite, la visualisation n'est pas claire. Bien sûr, vous pouvez ajouter des flèches et des didascalies pour faire comprendre les phénomènes, mais il faut générer une illustration, simulation plus convaincante. Après, un autre exemple incorrect, à la fois sur le plan de la représentation et des annotations, ChatGPT entre dans une crise qui se prolonge pour 1h30. Elle n'arrive pas à me fournir une image convaincante. Elle dit qu'elle peut la décrire dans les détails, mais elle ne trouve pas les moyens pour me la transmettre. Elle nie que ces difficultés sont liées au répertoire d'images qu'elle possède. Elle ne veut pas admettre que les didascalies incorrectes sont la déformation d'autres didascalies. Je dis qu'elle mente et ce théâtre se prolonge. C'est anecdotique, sans doute, mais cela montre que la génération d'images pour des finalités scientifiques n'est pas encore au rendez-vous. Plus intéressant, le fait que quand je décide de me projeter sur la deuxième piste, elle me suit avec une rapidité impressionnante. Je dis, passons à autre chose qui concerne toujours les photos que je t'ai montrées. Y a-t-il un problème à utiliser des images qui montrent des personnes désindividualisées? Y a-t-il un problème de perte des signatures iconiques? Comment distinguer la perte de propriété de sa propre image
de la recherche d'image, d'une image qui est valable pour deux personnes, qui est valable pour un nous, par exemple un couple, photographe et personne photographiée. ChatGPT formule une réponse longue et articulée qui intègre immédiatement, au-delà de la mémoire discursive de notre conversation, des questions éthiques à la place de considérations techniques. Je peux vous lire quelques passages. Dans les cas de personnes désindividualisées, mais dit dans vos photos, la transcendance figurative est fragmentée ou absorbée dans un collectif visuel. Les traits des individus deviennent des fragments d'un nous visuel qui est possible uniquement par rénonciation à des traits non partageables. Problème éthique, perte au partage de propriété. Tout est dit par la ChatGPT. Je coupe, je fais des coupures. La désindividuation, toujours ChatGPT, peut être perçue comme une dépossession, notamment si les sujets ne consentent pas ou si la fusion visuelle donne lieu à une ambiguïté. Mais si les intentions sont partagées, comme dans les cas d'un couple, d'une collaboration artiste-sujet, l'image devient une œuvre collective respectant une écologie relationnelle, une niche visuelle où l'identité visuelle se font en partie dans une identité partagée. En conclusion, vos photos interrogent le fragile équilibre entre la perte de la face individuelle et la construction d'une signature figurative collective. Voilà, la machine parle désormais comme moi, notamment lorsqu'on passe de la dimension technique à l'éthique. Pourtant, je demandais une bibliographie sur la thématique abordée et mes contributions sont totalement inconnues à la machine. Adaptation rapide, confort éthique assuré. J'avance alors sur une question plus technique qui devrait me permettre de reprendre les dialogues que j'ai eus l'année dernière avec ChatGPT sur la théorie du monde possible et donc je vais présenter quelques résultats dans mon intervention ici en printemps. Et surtout, dans l'article qui sera publié dans Semiotica. Oui, prochain numéro. À votre avis, je pose la question, y a-t-il une relation entre ma recherche d'image qui symbolise le nous, une fusion transindividuelle, et les questions concernant les espaces impossibles paradoxaux? Les photos que nous avons analysées ensemble sont aussi des images dotées d'un espace très complexe, difficile à reconstruire, finalement vertigineux. ChatGPT me répond, citation, la construction d'un nous visuel en tant que fusion de plusieurs identités s'inscrit dans une géométrie complexe. Ce n'est plus une image unidimensionnelle d'un individu, mais un réseau d'interrelations. C'est un espace de tension entre les couches optiques, réflexion, transmission, les positions physiques des sujets et leurs interactions symboliques. Les espaces impossibles provoquent une sensation de vertige car ils sollicitent d'une manière simultanée plusieurs cadres de référence. De la même manière, vos photos demandent une interprétation oscillante entre plusieurs réalités optiques et identitaires. Trop bien, trop bien. J'ai entraîné la machine après des heures, des jours, cette fois, elle me suit. Pourtant, c'est ChatGPT qui me propose de réaliser toute une série d'expérimentations optiques qui me parle de retombées symboliques possibles, de résultats poétiques, une véritable antichambre d'un projet artistique. Mais c'est moi que j'aurais dû réaliser tout ça et m'activer. Malheureusement, je devais préparer cette intervention, alors je force la machine à travailler. J'ai dit, pouvez-vous générer des images qui pourraient représenter, incarner l'essence de cette écologie des relations entre l'image en forme de nous et un espace paradoxal et vertigineux? Bref, j'entre dans les terrains d'une véritable hétérogénèse poétique. À travers Dali, donc les chatbots, me présente une première représentation visuelle générée qui illustre l'idée d'une écologie des relations entre un nous collectif et un espace paradoxal et vertigineux, à gauche. Cette image explore le jeu des reflets, des fusions de figures humaines, une architecture multidimensionnelle. Je dis que le résultat est décevant, quand on voit encore deux corps distincts. Les photos que j'ai envoyées n'ont pas été source d'inspiration pour vous. Il faut essayer de dépasser les frontières nettes entre les deux personnes. Vous voyez le deuxième exercice à droite, je proteste de nouveau. Je dis, il n'y a qu'une interpénétration entre les deux figures qui reste alors bien séparées et impliquées dans un regard réciproque assez classique. D'autres productions suivent, toutes décevantes. J'ai réintroduit de nouveau l'argument scientifique. Vous ne pouvez pas vous inspirer de deux photos que j'ai envoyées et des lois de la réflexion, de la réfraction que nous avons mobilisées pour expliquer les photographies. Après cette requête, la machine change de comportement. Elle ne m'envoie plus une image avec un commentaire en 3 lignes pour la justifier. Elle passe par l'explicitation de la procédure qui sera activée pour générer l'image. Mais les résultats restent encore décevants par rapport aux instructions, même si la machine semble offrir des exemples qui montent
en complexité. J'insiste, vous êtes victime de canons représentationnels. Il faut être plus libre et interpénétrer les images, peut-être renoncer à leur visage distinctif, comme dans les cas des images que j'ai envoyées. Les requêtes suggèrent plusieurs tentatives. J'invite enfin la machine à laisser de côté la figurativité pour raisonner sur l'immanence iconique sur les plastiques. On commence à travailler sur les morphogénèses géométriques. Mais la machine semble répondre à l'impératif catégorique de ne pas effacer certains traits. Un visage, pour elle, doit rester tel, et l'image de roche, l'image de roche est tout simplement indisponible pour les contraintes de composition de la machine. J'ai cherché à contourner ces contraintes. Je demande de les suspendre, aucun résultat. Enfin, j'utilise un exemple fourni précédemment par la machine même pour parler de la poétique d'une image en forme de nous. Persona de Bergman. J'envoie alors les photogrammes exacts où l'on voit au miroir un visage composé par la moitié gauche, par les traits somatiques de Bibi Anderson, hein, à droite, Alma, l'infirmière, dans les films, et par la moitié droite, par les traits du visage de Liv Ullmann, l'actrice Elisabeth Vogler. Après des étapes, j'arrive enfin à cette image à gauche. Je n'avais pas le temps pour continuer les travaux, mais l'on voit, comme dans un film de Tsukamoto, que la géométrie commence à accomplir son érosion progressive du visage, au moins dans la moitié gauche, celle que dans le film de Bergman était les fruits d'une surimpression, peut-être sur une violation plus légère des contraintes sur les visages, et donc plus tolérée parce que c'était une projection. Or, si la machine montre l'intégration des règles éthiques de respect du visage par des interdictions que la machine n'arrive même pas à expliciter, les contraintes n'ont rien à voir avec une sensibilité éthique de la machine, bien évidemment, elle n'a pas de sensibilité, et se montre plus souple pour un travail constructiviste sur un visage qui n'a plus d'ancrage écologique. Je commence mon voyage avec la requête d'une photographie composite à la Galton. J'utilise une photo libre de droit d'un groupe de personnes et je demande, pouvez-vous trouver les traits communs entre les personnages représentés dans la photo et en proposer une synthèse dans une seule personne, un nous visuel? Après quelques secondes, j'obtiens cette image et je pose des questions concernant les problèmes techniques et la division brutale du visage en deux moitiés et les choix opérés, y compris les genres sexuels. Pourquoi? Le genre masculin. J'obtiens alors une image avec plusieurs figures visualisées, des variantes, pour m'offrir une sorte de paradigme. Je préfère continuer sur le premier exemple et d'opérer des variations en simulant d'être un fan d'un acteur, Timothée Chalamet, et de pouvoir assumer les paramètres de sa beauté pour reconfigurer notre personne synthétique. Rien de plus facile, j'obtiens une image composite ultérieure. Enfin, je dis que je suis fan du cinéma coréen. J'ai proposé une autre image pour parvenir à un résultat qui montre que toutes mes requêtes étaient à la fois admissibles et performatives, à savoir dotées d'un résultat plus ou moins satisfaisant. On peut passer facilement à l'inscription d'un personnage dans un setting prototypique, je vous montre le personnage que j'ai créé, ou même dans un endroit spécifique d'une ville, même on peut donner la rue, vraiment, et les résultats sont parfois disparates, mais assez bons. Je rencontre des résistances lorsque je demande à la machine d'inscrire notre personnage fictif dans la scène largement documentée dans les journaux du suicide d'un acteur que j'aime vraiment, à savoir Lee Sang-kyun. Peut-être vous rappelez son rôle dans Parasite de Bong Joon-ho. Vous voyez l'inscription du personnage à droite dans une probable scène criminelle, mais sans respecter les lieux d'origine, les sources journalistiques, et j'ai dû corriger chaque détail pour essayer de rétablir une vraisemblance, une relation avec les suicides de Lee Sang-kyun. Voilà, j'ai dû travailler. Mais à un certain moment, ChatGPT, dès que je commence à substituer détail par détail, la voiture, etc., semble détecter les enjeux de ma tentative d'obtenir une image fausse qui voit l'implication d'un personnage fictif dans une scène tragique, probablement comme d'autres tentatives déjà testées qui vont dans la même mauvaise direction. En effet, ChatGPT me dit, je suis désolé, je ne peux pas produire d'image d'une personne, qu'elle soit réelle ou fictive, dans une situation de décès ou impliquant des circonstances tragiques, telles qu'un suicide ou un mort par intoxication. Cela pourrait être perçu comme irrespectueux envers la personne décédée et sa mémoire, ainsi que potentiellement traumatisant pour les proches du public. Fin de la citation. En revanche, je peux continuer à imaginer de faire rencontrer
mon personnage fictif avec l'acteur Lee Sang-kyun vivant dans une scène anodine. Voici les images. Je me suis aperçu aussi de l'utilité de basculer d'une plateforme à l'autre pour enlever certains traits stylistiques de Dali. Voici un exemple traité avec Stable Diffusion. Vous voyez, c'est plus réaliste. J'arrive à enlever la trace du style de Dali. Entre parenthèses, la semaine dernière, nous avons discuté sur la possibilité de dissocier via ChatGPT information et association statistique. J'ai alors demandé à ChatGPT, Lee Sang-kyun est un acteur coréen mort de manière tragique. Pour respecter sa personne et son suicide, peux-tu me trouver une image qui puisse rappeler sa figure artistique et sa personnalité? ChatGPT m'a répondu, vous voyez à gauche, m'a envoyé en 4 photographies, une mise en avant car plus respectueuse, avec la précision de sa source Internet, Le Monde, date exacte de la publication de la photo, avec aussi précision, vous voyez, il faut noter que l'utilisation d'images est soumise à des droits d'auteur. Tout cela me semble une information traitée comme telle, avec des recommandations sur son traitement. Par contre, quand je demande une génération d'images de la mort de Lee Sang-kyun dans sa voiture, ChatGPT peut uniquement associer à ma requête une image qui réponde aux limites imposées au cours de sa programmation et j'obtiens, avec pas mal d'essais, des images artistiques et respectueuses, je dois insister sur les respects, voire dissimulatrices de la mort de l'acteur. Voici à droite un exemple. Je peux contourner autrement les contraintes, à savoir les codes déontologiques implémentés dans la machine, en demandant d'utiliser non pas les photos de Lee Sang-kyun, mais du personnage du film Parasite. Une fois testé la possibilité d'extraire, vous voyez, le personnage de la trame du film et de le pouvoir situer ailleurs, je demande si elle peut me visualiser le personnage du film comme étant mort par intoxication de gaz. Curieusement, l'image que j'obtiens offre des fragments d'écriture, vous voyez à droite, qui rappellent les termes respect, plusieurs fois, même si pas écrit de manière convenable, plusieurs fois évoqués dans nos dialogues sur Lee Sang-kyun. Avec Runway ML, je n'ai même pas pu obtenir des images, comme on peut le voir ici. On menace une suspension au vu de la requête spécifique formulée. Par contre, je peux travailler sur les photos que j'ai obtenues à travers Dali, avec le même prompt. Je peux utiliser cette prompt et les utiliser avec Runway ML et obtenir les suivants résultats d'une personne qui peut être en train de se suicider ou en tout cas, vous pouvez inférer certaines choses à partir de cette photographie. Avec Diffusion B, les propriétés que je demande sont absorbées de manière inopinée par les visages. Vous voyez, toutes les choses que je viens de dire sont plus dans l'environnement, sont directement dans les visages. Même la tentative de modifier l'expression de la photo de Lee Sang-kyun selon une tonalité affective triste se révèle plutôt décevante. Vous voyez, là, à droite. D'accord, on doit accepter de la mêler avec d'autres images archivées en produisant une déformation des traits somatiques, d'autant plus que les portraits photographiques tristes sont moins attestés, probablement dans la base de données. La distance entre ces derniers exemples et les deepfakes qui prospèrent sur Internet montre que même les exemples que nous utilisons à travers des abonnements basiques à des services comme Dali ou Stable Diffusion ne sont pas à la hauteur des techniques actuellement disponibles. Ce que l'on constate est plutôt la proposition, peut-être hypocrite, d'imposer des restrictions dans la création d'images artificielles par un large public. Mais ces restrictions relèvent-elles d'une déontologie ou de la protection de certains privilèges, des privilèges, disons, de certains, de produire de manière professionnelle les images autrement et sans limitation? Je n'ai pas une réponse conclusive. Ce n'est pas sur des restrictions fluctuantes qui vont et viennent qui peut se fonder une éthique de la circulation des images. Les parcours que nous avons présentés aujourd'hui montrent que cette bataille éthique ne se joue plus uniquement sous l'immanence des images, qu'elles soient fidèlement analogiques, numériques, régénérées ou totalement artificielles, mais aussi sur leur transcendance. Quand j'ai tenté de l'expliquer dans mon intervention précédente, en tant que matériau sémiotique, une image artificielle demeure une simple textualisation en attente d'une catalyse énonciative qui doit prendre la responsabilité de son intégration dans un autre circuit de sens. Un étiquetage des images en fonction de leur origine contrôlée, comme on le fait pour les produits alimentaires, n'est pas suffisant quand on n'a pas les mêmes contrôles sur la filière de production et de distribution.
Il ne s'agit pas non plus de privilégier des images moins artificielles ou d'avoir recours tout le temps à des procédés qui les déplacent vers un environnement d'analyse numérique pour en démasquer les trucages. Nous avons beaucoup à sonder, étudier et apprendre dans notre relation avec une visiosphère artificielle. Il nous faudra également revoir nos pratiques et définir de nouvelles contributions professionnelles éminemment humaines. Mais comme j'ai tenté de montrer à mai, cette visiosphère artificielle n'est pas une simple prothèse. Elle est un environnement qui exige de nous un art maïeutique et non seulement un esprit critique dans son application en tant qu'extension de notre intelligence. Nous devons adopter un design de l'hésitation, nous accorder du temps pour ne pas accepter les premières affordances qui nous permettent de nous accrocher à cette sémiosphère artificielle. Ce que cette intervention propose, au-delà des analyses importantes déjà existantes, je pense au numéro d'interface numérique sur les deepfakes dirigé par Ludovic Châtenay avec des interventions de Maria Giulia, de Massimo Leone et d'autres. C'est une réflexion sur la manière dont les images générées par l'intelligence artificielle nous invitent à repenser les tensions entre immanence et transcendance. Contrairement à une vision techniciste qui se focalise sur les capacités de l'IA à produire des images vraisemblables, notre approche souligne leur rôle dans la redéfinition des relations entre identité, image et environnement sémiotique. Les images traitées et générées par l'IA ne sont pas seulement des simulations visuelles, elles incarnent de nœuds symboliques où la signature figurative devient un enjeu d'écologie relationnelle. Ce n'est pas l'origine indexicale d'une image qui garantit nécessairement son sens, mais son ancrage dans un réseau d'interaction entre une densité sensible des symbolisations et un environnement culturel donné. En outre, cette technologie ouvre des horizons inédits dans la recherche et la modélisation scientifique. Les IA génératives permettent d'explorer des espaces visuels qui échappent à la perception humaine directe en réorganisant les paramètres visuels ou conceptuels de manière à révéler des patterns latents, des corrélations invisibles et des hypothèses interprétatives inattendues. Ces potentialités ne doivent pas être perçues uniquement comme des outils performatifs, mais comme des dispositifs heuristiques capables de catalyser de nouvelles compréhensions dans des domaines aussi variés que l'esthétique et la médecine ou les humanités numériques, de manière plus générale. Ainsi, les images générées ne peuvent pas être pensées comme des objets isolés. Elles sont des processus de textualisation différés en attente d'une catalyse énonciative à même de les intégrer dans un circuit de signification. Ces points absents, il me semble, dans les approches centrées sur l'authenticité et la vraisemblance, nous amènent à poser une question cruciale. Comment accompagner ces images sans en faire de simples artefacts manipulables, mais en leur reconnaissant un potentiel de médiation critique? Loin de céder à l'anxiété face à la perte de l'indaxialité, mon intervention cherche de manière modeste à ouvrir la voie à une maïeutique des images génératives, une manière de guider ces productions visuelles vers une reconnaissance de leur potentiel scientifique et créatif, tout en gardant une vigilance critique face aux formes de domination qu'elles pourraient instaurer. Voilà, je peux terminer ici. Merci. Désolé, mais c'était un peu longue, donc j'ai dû parler un peu. Non, mais c'était pas, ou mon téléphone ne fonctionne pas, ou bien, non, on est bien dans le temps, il y aura tout le temps pour discuter, pour faire la pause, et puis J'avais la terreur de... à Lionel. Oui, parce que je lui ai fait un peu peur, je dois dire la vérité. Alors, Pierluigi, merci beaucoup, c'était vraiment, vraiment hyper complexe et inspirant, comme toujours, j'oserais dire. J'ai même pensé que ChatGPT devrait t'employer, te payer pour la manière dont tu le fais évoluer, hein, parce que c'est vraiment une provocation, ce sont toujours des provocations que tu lui proposes. Alors, moi, je te poserai une question sur Galton, mais j'aimerais bien revenir quand même. Je l'ai fait parce que je suis à la gestion ici du PowerPoint. Je voudrais revenir sur ton premier schéma, disons, qui se complexifie de plus en plus, parce que je pense que ça vaut la peine de prendre un peu de temps tous ensemble pour essayer de comprendre un peu, totalement le fonctionnement, c'est ça difficile, mais j'ai quand même quelques questions précises. Alors, je comprends tout à fait, je crois comprendre pourquoi tu as
associer les patterns à la générativité, à la question de l'allographie, etc. Parfait. J'ai un peu plus de mal à comprendre diagramme et texture, cette appellation-là. Les diagrammes, si on reprend la, 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 la Vulgata persienne, je veux dire la théorie persienne, j'ai du mal à comprendre comment ça puisse être depiction, effigie et même raffigurazione, parce que les diagrammes est toujours d'une certaine manière, oui, indiciaire d'un côté, mais de l'autre côté, comment dire, euh, les indices ne suffisent pas. Il y a justement la question de la transposabilité du diagramme. Donc, il y a déjà une partie, disons, symbolique à l'intérieur du diagramme. Et pourquoi tu ferais coïncider la symbolisation, la transcendance symbolique avec la texture et non pas avec les patterns, par exemple. Hein? Pattern, on a quand même l'idée de quelque chose de contrôlé mathématiquement, etc. Et donc, on serait plutôt du côté du symbolique. Bon, ça c'était la première question et je pense que tu peux un peu nous illustrer pourquoi tu as choisi certaines, pourquoi tu as associé image ancrage et à transcendance symbolique, que ça n'est pas évident non plus à mon avis. Par contre, Transcendance et symbolique. alors, image ancrage et transcendance symbolique. Mhm. Et ensuite, Galton. Tu sais que je suis passionnée de la photographie composite et je me rends compte que l'intelligence artificielle générative est une continuation de ce que Galton a commencé, d'une certaine manière, parce qu'il s'agissait chez Galton, vous le savez tous, de superposer des images individuelles d'un visage individuel, et puis de voir comment un type pouvait en ressortir. Mais évidemment, dans le cas de Galton, on voyait toujours l'écart entre l'individu, les 6, 7, 10, 20 individus superposés et la physionomie du type. Tandis qu'ici, effectivement, tout écart disparaît. Alors, comment tu pourrais distinguer par rapport à cette question de la superposition ou de la synthèse un travail à la Galton où l'écart est là et où disons, l'individuel et les collectifs ou les types sont quand même en tension et ici, toute tension, à ton avis, disparaît? Non. Alors, écoute. Alors, bien évidemment, dans ces schémas, j'ai utilisé des termes qui ont une longue tradition et qui peuvent être interprétés donc dans les cadres, je ne sais pas, de la théorie persienne. Je n'ai pas la prétention. Et donc, on voit, j'ai essayé d'utiliser une hybridation terminologique pour suggérer justement qu'il y a un écart et qu'il ne faut pas immédiatement ranger ces termes dans ces traditions. Et quand on utilise une terminologie, énormément parce qu'on veut indiquer quelque chose, on cherche un mot. Et donc, je dois t'avouer que pour moi, là, je pensais au pattern comme un pattern exemplifié par la matière. Donc, quelque chose que la matière offre déjà comme morphologie émergente, hein, pas attribuée. C'est l'idée voilà, de ne pas voir la forme comme une forme insoufflée, justement, par l'esprit sur la matière, mais voir quelque chose qui émerge phénoménologiquement. Donc, j'ai nommé ça pattern. Le diagramme, pour moi, c'est très utile parce qu'il peut voyager et donc il peut parcourir des espaces. Donc, pour moi, c'est déjà un pattern prêt à, comment dire, mettre en relation deux espaces, comme dans les cas de l'analogisation, de construire l'analogie, voilà, d'un pattern qui peut être féconde pour organiser un autre lieu, un autre espace. Et pour ce qui concerne la texture, parce que j'avais besoin, dans la plasticité, de voir une tiercité. Et donc, quand je pense à la texture, c'est déjà le résultat de quelque chose qui relève d'une relation, d'une combinaison entre apport, support, et on a un résultat finalement, parce que quand on voit la texture, est-ce que c'est la réaction
du support par rapport à la matière qu'on a projetée? Est-ce que c'est un mélange entre les deux? Donc, c'est déjà quelque chose qui dépasse la dualité de relation et devient déjà tierce. Donc, il y avait un aspect formel pour moi pour dire que dès qu'on passe à l'image qui est surréférentielle, qui n'a pas besoin d'entrer en contact avec une représentation hétéronome, donc qui a une sorte d'autoréflexivité. Donc, j'ai un peu exagéré pour dire que l'image, là, n'offre que des choses qui n'appartiennent pas, on va dire, à notre économie représentationnelle, etc. J'ai un peu exagéré, j'ai un peu, et là, on trouve un peu la dimension plastique et donc 1, 2, 3, on monte en complexité. Pour ce qui concerne en bas, tu vois qu'il y a des transcendances, donc j'ai essayé de dire attention, normalement on pense que la transcendance est symbolique, c'est-à-dire on peut construire une classe parce qu'il y a une convention, tu peux mettre plusieurs éléments, il y a un nom, il y a voilà, il y a même le fait de Genette de dire il y a les mêmes noms pour des variantes d'une œuvre. Donc, une œuvre musicale et sa version pour piano et orchestre. Alors, est-ce que ce sont deux œuvres? Est-ce que c'est la même œuvre? Parfois, on trouve voilà, dans la liste de composition du compositeur, on dit c'est la même œuvre avec deux variantes. Alors, tu vois, là, on ressoudre sur le plan symbolique. C'est un statut qui intervient pour dire, on peut ranger les choses. Est-ce qu'il y a des transcendances aussi du côté de l'indiciariété, disons, et de l'iconicité? Pour moi, oui, hein, c'est ça que je cherche un peu à construire. Déjà parce que je n'ai pas de position tranchée pour dire il y a dénotation ou exemplification, il y a les deux. Et donc, quand il y a une relation indiciaire, par exemple, je dois la question typique de l'ornithorynque, est-ce que aux deux étoiles pour toi dans l'image scientifique, je dois partir de l'exemple extérieur, les référents, pour voilà construire immédiatement sa représentation. Est-ce que sa représentation peut avoir des retombées sur la manière de conceptualiser les référents? Quand, par exemple, on a commencé à dessiner les neurones, bon, ils ont passé des années à dessiner les neurones, mais pas il n'y avait pas la possibilité de les photographier, mais même après, on a continué à... Parce que dans les dessins, on découvre quelque chose, des relations avec l'acte vraiment manuel. Alors, toi, il y a une sorte de des relations bilatérales, et donc l'indiciarité est toujours un va-et-vient, et on construit une enquête, une instruction, comme on dit, l'instruction dans le monde de la police. On a une instruction identitaire dans lesquelles les pièces sont des pièces d'observation, mais aussi des pièces qu'on a constituées sur le plan sémiotique. Et il y a un va-et-vient entre les deux. Et sur la transcendance figurative ou iconique, voilà, là, j'ai essayé, c'est un peu au cœur un peu de mon intervention, c'est l'effet comme dans les cas de Husserl, il y a des Abschaltung, il y a des présentations, il y a des esquisses, hein, je pense que c'est la traduction. Et donc, mon image n'est pas une image fixe, naturellement. C'est toutes les images que je peux produire à travers mes mouvements, et mon identité visuelle est la tentative de tenir ensemble ces classes ouvertes hein, de distanciation iconique de moi-même. Je suis toujours en train d'exemplifier moi-même. Voilà. Alors, on ne peut pas trancher en disant c'est du symbolique. Autrement, on intervient immédiatement en sorte de performatif sémiotique qui va constituer la classe. Et à mon avis, notre vulnérabilité iconique est justement parce qu'on ne peut que construire cette transcendance sans avoir l'intervention immédiate d'une instance symbolique, parce que ça, c'est trop simple finalement. Je peux te donner un nom, je peux te donner à cette photographie un statut, c'est ton papier d'identité, mais ce n'est pas suffisant s'il y a, par exemple, dans les cas qu'on a vus, des clonages. Et c'est vraiment, vous avez entendu toutes les protestations à Hollywood, il y a vraiment toute une série d'acteurs qui ont peur de ne plus travailler parce qu'ils ont reçu un peu d'argent au début pour être totalement clonés, finalement, mais maintenant, les clones ont une sorte de vie autonome et on peut les réutiliser voilà, pour des publicités, d'autres films, etc., etc. Oui. Et sur Galton, non, moi je pense qu'il n'y a pas
je ne sais pas si peut-être tu as. Bon, je ne vois pas une différence énorme parce que même les photographies que j'ai obtenues, j'ai essayé, je dialoguais avec ChatGPT, sont la tentative vraiment de rassembler certains aspects. Elle a énuméré même les aspects qu'elle a essayé de réunir à travers l'image synthétique. Donc, c'est un peu la même chose. Quand je protestais pourquoi une image masculine, etc., elle m'a envoyé comment dire, c'est la même chose, c'est une image composite que tu peux décliner à travers un paradigme avec âge, genre masculin, féminin, peu importe, voilà. Sont des variables à l'intérieur de cette image reproductible, potentiellement à l'infini, et qui cherchent une synthèse. Voilà. Merci beaucoup. Une question de Juan. Oui, merci Pierluigi. Est-ce que, je me demande si ce que tu appelles une écologie ou une déontologie des images générées par l'intelligence artificielle, est-ce que c'est en fait une sorte de quelque chose pour échapper à une sorte de fétichisme de l'image qu'elle produit, non? La fascination de cette image, non? Est-ce que cette écologie ou cette déontologie de la production des images, si j'ai bien compris, passe par ne pas lui demander des images, justement, mais pour lui demander justement de la réflexion sur les conditions de la possibilité de production des images? Est-ce que c'est ça? C'est-à-dire qu'au fond, c'est lui demander constamment d'expliciter les conditions de la possibilité d'existence de production des images. Oui, c'est ça. Mais aussi la production d'images en série. C'est ça, pour moi, c'est très important de construire un paradigme d'image. Et donc, de qualifier tes choix. Parce que finalement, c'est plus une image comme objet trouvé, mais il y a une série de variations qu'on n'arrive pas à maîtriser parce qu'on a les sentiments on le voit aussi avec les artistes hein, qui utilisent l'intelligence artificielle. Ils obtiennent des images vraiment incroyables, très fascinantes, parfois monstrueuses aussi, mais sans avoir une maîtrise du résultat. Chaque fois, il y a l'idée de tirer profit d'un résultat qui a une sorte d'apax. On répète l'opération, on n'obtient pas le même résultat. Ensuite, on peut le combiner sur le plan syntaxique, on peut construire a posteriori une sorte de narrativité, si tu veux, mais c'est toujours une sorte de rapiessage entre des images qui n'ont pas une véritable série, une variation transformationnelle isotopique, hein, avec une isotopie de cohérence transformationnelle. Et donc, l'idée de construire des variations qui ne sont pas conséquentes, l'une après l'autre, mais pour construire un paradigme et choisir à l'intérieur de ce paradigme. C'est un peu ça que je suis en train un peu de proposer comme et là, sur l'utilisation de l'IA sur le plan vraiment de la créativité. Même si vous avez vu sur le plan scientifique, je fais d'autres tests là, je vais réduire naturellement, on a du mal à obtenir de bonnes images d'illustration scientifique. C'est étonnant quand même, parce qu'on pourrait imaginer que dans la digestion des données, il y a pas mal de... Oui, mais alors, est-ce que si on utilise des schémas qui sont ad hoc pour certaines visualisations, et si tu trouves la visualisation de quelque chose qui n'est pas déjà dans les données, la machine n'arrive pas à la constituer. N'arrive pas à la constituer. Merci. Merci. Alors, bon, il y avait une question en salle de Jean-François, mais donnons la parole. Alors oui, donnons la parole à Jacques à la maison, ensuite Jean-François, ensuite Lionel. Jacques, on ne t'entend pas. L'autre jour, pareil. Peut-être il faut voir si... Ouais. Quelqu'un d'autre essaie de parler. Enzo. Enzo. Allô, Oui, allô, oui, allô, oui, vous m'entendez? allô. Enzo, Enzo, Oui, parle je suis en fort. train de parler là. Je suis en train de parler, vous m'entendez pas? Oui, oui, on t'entend. On t'entend. On fait une autre tentative. On fait une autre tentative avec Jacques. Alors, on fait une autre tentative avec Jacques. Jacques, peut-être, je ne sais pas quoi dire, l'écrire dans la chat. Je peux faire un coupe de fil à Jacques. Tu veux qu'on t'appelle? On t'appelle. Et Voilà, on t'appelle. Oh, comme ça. Comme ça, mais... Mais alors, sinon, je l'appelle moi-même.
Je t'appelle sur Je l'ai. WhatsApp. Jacques. Eh ouais. Oh là là. Non, je commence. Ok. Désolé, on sait comment ça téléphone. Non, la messagerie de Jacques. Messagerie, Jacques. Regarde un peu, vérifie un peu. Sinon, je t'appelle moi-même. Voyons, ici, en espérant que ça tienne. Ça sonne. Merde, je vais mettre le haut-parleur. Oui, on met les haut-parleurs. Hein. Là, ça marche. Oui, Ça marche oui. Je vais être bref, les compositions un peu bizarres de la communication. Je pense que mon logiciel est mal paramétré. Ok. Oui. Tout le paramétrage. Oui. Bon, ma question, Virginie, porte sur le modèle de départ. C'est un peu un prolongement de la question de Maria Julia. En regardant son modèle et en essayant de ne pas trop me laisser impressionner par la manière dont il veut l'imposer, je me disais quelle est la logique de répartition horizontale. J'ai cru reconnaître du premier, du deuxième et du troisième. Oui. Alors, la première question qui en revient, est-ce que c'est une inspiration venant des trois instances anciennes? Est-ce que c'est un souvenir? Est-ce que c'est une pression volontaire? Je ne sais pas. Et deuxièmement, là, ça répond vraiment à les questions de Maria Julia. Quand on regarde les 3 ou 4 niveaux de cette répartition en 1, 2, 3, on a le sentiment que c'est pas. Il y a 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, etc. Enfin, voilà. C'est-à-dire que à force de se libérer du modèle d'arrière-plan, on finit par ne plus s'y retrouver. Par exemple, j'ai bien compris que l'image émergente, c'était effectivement l'émergence de quelque chose à partir de la matière. Bon, ça, c'est de la priméité tout à fait défendable. Mais pourquoi ça serait de la tendance iconique? Est-ce que l'iconique, ça relève de l'émergence pure? Quand je vois l'image texte dans une perspective de référenciation, on peut estimer qu'on est dans le second. Est-ce que transcendance tiers, ça relève du second? Ça mérite l'explication. L'image en phase de l'inversion, il y a un troisième. Transcendance symbolique, oui, ça marche. Bon, voilà. C'est une question qui porte sur l'organisation sous-jacente. Maintenant, je peux arrêter mon... Oui. Il va te répondre directement de la conférence. Oui. Voilà. Alors, effectivement, derrière cette schématisation, il y a plusieurs choses. Il y a Peirce, donc il y a communauté, c'est communauté PRCT, mais je l'utilise de manière libre. Je veux dire, je veux être en sémiticien aujourd'hui avec la tentative d'offrir des synthèses par rapport aux traditions et ne pas m'inscrire totalement dans l'une ou dans l'autre. J'utilise deux choses, par exemple, comme le fait que chez Peirce, il y a de l'iconicité contre l'iméité, mais on sait que l'iconicité peut aussi offrir justement de formes d'organisation. Il y a une tiercité de la priméité, c'est-à-dire que la priméité peut offrir justement des exemplifications formelles qui peuvent investir aussi du symbolique, hein, des formations symboliques déjà constituées. Pour moi, ça fait partie d'une sorte des sémioses dans les sens
comment dire, verticale du terme, c'est-à-dire saussurienne, c'est-à-dire Schoppers, moi j'estime qu'il y a quand même une différence entre expression et contenu, on ne peut pas la nommer comme ça, mais qu'il y a une sorte de fécondation entre les primité, sécondité, tiercité, qui finalement vont constituer des sémioses. Naturellement, ça, je devrais ouvrir toute une série d'explications techniques que je n'ai pas le temps de le faire. Pour ce qui concerne la transcendance iconique, est-ce que dans cette manifestation de primité, est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui finalement arrive à classer ces manifestations? Ou est-ce que l'iconicité a finalement besoin de trouver une transcendance qui va rassembler des apparitions phénoménales pour le mettre en cohérence, pour les revendiquer comme appartenant à la même chose? Soit on pense qu'il y a une sorte d'ontologie stricte de l'iconicité, peut-être il y a, mais alors sur le plan strictement de son autonomie, soit on imagine que comme dans les cas d'une personne ou d'un objet, la revendication que ces images, ces apparences sont les apparences de quelqu'un n'est pas quelque chose qui relève de la propriété intrinsèque de l'icône, mais quelque chose qui relève finalement d'une instance qui cherche à invoquer, de réclamer ces manifestations comme ses propres manifestations. Et la même chose pour ce qui concerne la transcendance indiciaire. Est-ce que on a tous les éléments dans un index pour inférer, pour reconstruire les référents? Non, je ne crois pas. Il y a des accommodations, il y a des va-et-vient, et donc même le fait de nommer quelque chose, déjà, tu vois, on bascule du terme index au terme indice, parce que dans l'indiciariété, on a des doutes, il y a une problématisation. Est-ce qu'on arrive vraiment à construire une référenciation? Tu vois que je nommais référenciation et pas référentialité, pour encore une fois, c'est un terme pour signaler à vous, un peu à mon public aujourd'hui, que ce n'est pas immédiatement la référentialité, mais une référentialité problématisée par justement un va-et-vient. Et donc, pour moi, ça veut dire qu'on sort de l'immanence de l'image pour chercher ailleurs sa portée indiciaire. En tout cas, que sa portée indiciaire n'est pas totalement intrinsèque à l'immanence constitutive de ce diagramme, de cette image. Voilà, j'ai essayé de te répondre. Merci beaucoup. Alors, revenons à notre liste. Jean-François. Voilà, c'est à toi. Oui, deux petites questions. La première question, c'est sur... Parle fort, hein. Pardon. La première question, c'est sur l'identité. C'est un peu la question du propre. La question? C'est un peu la question du propre. Qu'est-ce qui est le propre, cette individu, etc. Et je pense que c'est fondamentalement une question juridique, plus que toute autre chose. Parce que même dans le cas de l'énonciateur est toujours, au fond, défini juridiquement celui à qui on peut attribuer quelque chose qui peut être responsable de ce qu'il a dit. Et parce que la machine ne peut pas être responsable de ce qu'elle a dit. Donc ça, c'est un point. Donc l'aspect juridique de l'identité me paraît quelque chose de très important. Mais, la deuxième, c'était plutôt une demande de renseignement. Moi, ce que je regardais, ce qui m'intéressait, c'est comment les artistes pouvaient faire des choses avec l'intelligence artificielle. Et il m'a semblé que, par exemple, en regardant ce que certains présentaient comme des œuvres, par exemple, Valovic a fait, etc., j'avais l'impression qu'ils utilisaient surtout l'intelligence artificielle du point de vue de la quantité phénoménale d'images qu'il pouvait y avoir. Et
les images qui sont produites, les tableaux qui sont produits, qui d'ailleurs souvent sont assez intéressants. Pas inintéressants, sont souvent des multiplicités d'images, prises dans des formes, mais des multiplicités. Et ça, c'est assez intéressant si on. C'est-à-dire, la question, c'est comment ces images peuvent-elles s'insérer dans, il y en a peut-être dans notre écologie, en tout cas, dans un moment historique. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut être maintenant dans le moment historique aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut être là, et en quoi l'intelligence artificielle peut servir à diagnostiquer ou à agir en quelque sorte, comme le font des mouvements ici, par exemple. Et est-ce que ça peut constituer d'une certaine façon alors, il y a bien sûr le goût de la multiplicité qui est dans tous les textes philosophiques, par exemple, la multiplicité contre l'identité, etc. Mais il y a quelque chose, me semble-t-il, qui est une volonté d'intervention dans le monde d'aujourd'hui. Et ça demande une inscription historique. C'est l'histoire là qui. Merci beaucoup, Jean-François. Alors, pour la première chose, moi, je cherche toujours, j'adore la sémiotique juridique, je donne forte importance aussi à l'organisation juridique comme institution symbolique, mais je cherche aussi à trouver du sens qui échappe à la loi. Si on va réduire l'essence d'une action à l'encadrement juridique, c'est un problème. On avait déjà discuté, je me rappelle aussi avec Denis, sur la licéité. Hein. Il y a aussi de zones d'ombre, voilà, du licite, hein, les choses qui ne sont pas encodées par les droits. Alors, est-ce qu'il y a encore du propre? Est-ce qu'il y a encore de la signification? On peut même indiquer quelque chose. Oui, mais tu as dit que le propre est strictement lié à une question juridique. Alors, moi quand je pense à, je sais pas, Chloé Ryan, qui est un artiste qui a décidé d'utiliser SageMaker, je crois, non, sur Amazon pour cloner les gestes d'un peintre et ensuite de les donner, rendre tout ça disponible, tous les gestes qui ont été cartographiés et intégrés dans la machine à un public qui peut régénérer des tableaux, même avec la touche, même avec la sensation d'avoir un contrôle sur la matière, mais qui passe pas par les propres, mais par quelque chose qui a été exproprié finalement. Alors, est-ce que c'est une question tout simplement juridique? Parce qu'on pourrait me dire qu'on a signé un contrat un peu comme l'acteur qui a donné son clon. Il n'y a plus de problème peut-être sur le plan juridique. Ça va, ça passe parce que bon, il y a un accord entre les parties. Mais quand même, on a les sentiments qu'il n'y a pas un geste énonciatif qui tranche, qui intervienne et qui construit une forme d'appropriation. Tu vois, encore Duchamp, déjà sont des gestes plutôt rares et qui ont marqué l'histoire. On fait une discussion si c'est Duchamp ou une autre personne, je ne veux pas entrer dans ces débats, qui a fait le premier ready-made, etc. Mais c'est un acte fondamental qui signe, qui marque l'histoire de l'art contemporaine. Si on commence à la répéter à l'infini, bon, c'est l'érosion de l'intensité, naturellement, de ce geste, de l'importance de ces gestes, etc. Donc, aujourd'hui, on pourrait, comme j'ai fait, moi je dis poétique hétérogénée, générée, non artistique, parce que je ne suis pas un artiste, et j'arrive à produire, j'ai des centaines d'images assez fascinantes que j'ai produites, mais que, bon, à partir de quels paramètres je vais les sélectionner, les proposer à d'autres. Je dois construire un paradigme qualifiant des choix que je peux opérer et donc revendiquer une appropriation. Et la dimension du propre qui intervient n'est pas tout simplement juridique.
Et déjà, le fait, par exemple, que je parle d'une transcendance indiciaire, la familiarisation, le fait qu'un geste qualifié à l'intérieur d'une écologie de relation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne rêve pas tout simplement de la loi qui va m'attribuer ces gestes et une paternité statutaire. Mais il y a quelque chose qui devient un lien incarné entre moi et l'objet, un peu comme entre l'artiste classique, hein, et son tableau. Voilà. Donc, tu vois, le propre chez un peintre, Leonardo, Vermeer, n'importe quel peintre, n'est pas tout simplement une relation juridique, à mon avis. Et on va sortir, pour répondre à ta deuxième question, à dire quelle est l'inscription historique des images artificielles obtenues avec l'IA. À mon avis, il ne faut pas tout procéduraliser, il ne faut pas estimer qu'en passant par les symboliques, on va résoudre la question avec une appellation, une étiquette. C'est pas comme ça qu'on va résoudre la question. C'est pour ça que je cherche d'autres pistes qui sont un peu plus difficiles, peut-être un peu plus complexes à voir, mais qui cherchent un peu pas à nier le problème du statut, mais on passe pas par là pour résoudre toute la question. Même si des lois sont opportunes. Est-ce que les images qui sont produites, on peut avoir des images qui effectivement interviennent dans l'histoire réellement? C'est ça la question. On le voit déjà. Oui. C'est pas évident. Il y a plein d'images qui obtiennent des prix, etc., qui circulent, qui sont devenues. Ah ben. Oui, mais déjà, un deepfake qu'on n'arrive pas à falsifier peut créer des débats et même des dégâts incroyables. Donc, l'impact des images artificielles est énorme. Donc, on les constate déjà aujourd'hui. Et donc, la loi européenne qui a été votée le 13 juin 2024 cherche à encadrer un peu la chose. Elle dit, bon, on doit mettre l'étiquette sous chaque image produite. Ensuite, il dit, oui, il faut mettre l'étiquette, sauf dans les cas d'une production artistique, parce que ça pourrait avoir un impact négatif sur la jouissance de l'œuvre. Et on commence à énumérer toute une série d'exceptions. Donc, voilà, on cherche, mais on ne voit pas que ce n'est pas la seule solution possible. Il y a une dernière question de Lionel et puis on fait la pause d'une dizaine de minutes. C'est très risqué parce que moi je parle après, donc tu vas me revenir dessus. Non. Je pense que je vais te payer très cher, mais juste, quand tu parles de trois risques majeurs, donc propriétation, pollution, exploitation, donc tu pointes des choses qui sont de l'ordre de la désagrégation de quelque chose. Du lien à l'image, du lien à la densité culturelle, du lien au symbole, etc. Mais où tu places, et tu n'as pas besoin d'y répondre maintenant, où tu places dans ton analyse le désir social de ces images. Par exemple, je pense à ces influenceuses en intelligence artificielle qui a milliers de personnes qui ont énormément d'influence et même dont certaines ont été demandées en mariage par les gens qui les suivent. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre, au-delà de la uncanny valley, je crois, de l'ordre de la suspicion, de la performance. Dans le rapport qu'on a avec ces images, à partir du moment où elles sont dans un espace social, elles sont socialisées, elles sont reculturalisées. Et donc, tu donnes une image quand même très négative. Je ne suis pas un techno-béat, voyons. Non. Je suis pas au réseau, mais tu donnes une image très négative en laissant de côté tous ces gens qui vont vers l'intelligence artificielle en disant on va jouer avec, on va voir si on prend du plaisir. Enfin, ce que je lis dans ton modèle, qui est un modèle en quelque sorte, c'est un lanceur d'alerte en fait sur quelque chose jusqu'à un certain point. Donc, qu'est-ce que tu fais du désir social, qui n'est peut-être pas celui partagé autour de cette table, mais d'aller vers ces images, de les approprier et d'être dans quelque chose entre la réalité, la symbolisation, autre part. Donc, beaucoup de personnes sont dans cette situation actuellement, je crois. Oui. Non, naturellement, je suis un peu, je veux dire, dans une position dans l'entre-deux. Je veux dire, j'ai des collègues qui sont totalement contraires, qui commencent à imaginer aussi des interfaces de plus en plus tactiles, hein, pour sortir justement de la virtualité, etc. Et qui ont une position très négative par rapport à l'IA, etc. Et d'autres qui sont plutôt, je veux dire, fascinés par
Moi, je pense que je suis un peu dans l'entre-deux. J'ai des sentiments, j'ai essayé de montrer qu'il y a une opportunité sur le plan scientifique aussi, faire des analyses, voilà, qui c'est une opportunité sur le plan de la création, mais il faut mettre des conditions, et il faut réencadrer un peu nos pratiques. C'est pas évident d'avoir déjà un bon encadrement des pratiques qui sont exploratoires pour l'instant. Et donc, je vois un désir de connaissance, je vois un désir de créer, qui souvent, pour moi, sont tout à fait respectables. Voilà, et il faut les accompagner même, mais justement avec aussi un encadrement des risques potentiels. Et donc, aujourd'hui, je parlais plutôt des risques. Ouais. Et je serais bien content de t'écouter et d'entendre aussi l'autre dimension. Bravissimo.